Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Nous sommes au lundi 3 octobre de l'année 2016, un nouveau mois, un nouveau défi à relever, mesdames, messieurs. Et merci d'être au rendez-vous de l'émission Toc Toc de ce lundi. Nous recevons en studio deux confrères. Le premier nous vient directement d'Anero, il a pour nom Daga Kodjo Marcel, il est connu sous le nom de Radio de Tony Marcel. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers téléspectateurs. Je rappelle que Tony Marcel Daga, il est journaliste sur Radio d'État Santé à Nero. En face de Tony Marcel Daga, nous avons ce matin notre ami très fréquent ici, Ibrahim Achad du journal L'État Nouveau. Bonjour Ibrahim. Bonjour Junior, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci aux auditeurs de City FM 89.9 MHz. Merci à vos amis qui nous suivent également sur le www.lcftogo.com. Nous recevons dans la seconde partie M. Spero Baoulé, il est le président du conseil d'administration du CACIT Togo. Alors, mesdames, messieurs, ce lundi, nous pourrons vous présenter la une des journaux. Nous avons quelques soucis techniques. Celui que je vais remise mercredi, on reviendra sur la une des journaux comme on le fait habituellement. Voilà le jingle annonçant la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos confrères Kodjo Marcel Daga de Radio d'État Santé à Nero. Bonjour mon frère. Bonjour. Et Ibrahim Achad d'État Nouveau. Alors je rappelle que Tony Marcel Kodjo Daga, il est également le président du réseau des communicateurs journalistes sur les handicaps au Togo, RCJST. Alors RJCHT. Compliqué ce sigle. Alors brièvement, il faut nous parler de votre réseau. Que faites-vous? Brièvement, on passe au sujet. Voilà, le réseau des journalistes communicateurs sur le handicap au Togo est créé le 28 septembre 2012 ici à la Maison de la Presse à Lomé. Nous avons pour but d'accompagner les organisations qui s'occupent des droits des personnes handicapées. Vous connaissez par exemple Handicap International. Au Togo, nous avons la FITAF et d'autres organisations qui s'occupent donc du droit des personnes handicapées. Donc nous sommes là pour les accompagner, mais également pour sortir de l'ornière des personnes handicapées qui sont oubliées, qui sont marginalisées, et surtout également parler de l'accessibilité des personnes handicapées. Vous savez que pour, par exemple, avoir accès au studio de LCF, ce n'est pas facile. Il faut donc grimper les marches. Ce n'est pas facile pour une personne en situation de handicap. Voilà un peu ce que nous disons et nous parlons. Nous voulons tout simplement valoriser également une personne en situation de handicap. Parce que très souvent, elles sont oubliées. Alors, est-ce parce que vous-même vous êtes handicapé que vous avez eu l'idée? Parce qu'on a vu aussi dans le bureau plein de confrères qui sont avec vous sont des handicapés. Alors, est-ce parce que vous êtes handicapé, vous vivez des trucs que vous avez décidé de créer ce réseau? Bon, est-ce qu'on peut avoir les images des handicapés à la télé? Voilà, la naissance de la création de cette association n'émane pas de moi. En réalité, elle émane donc d'une double organisation. Il s'agit de la FITAF et donc de la Handicap International. Au cours d'une rencontre, ils ont dit mais pourquoi ne pas créer une association de journalistes pour accompagner donc la lutte pour le droit des personnes handicapées. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, au Togo et un peu partout dans le monde, on parle que politique, on parle économie, mais on ne parle jamais d'handicap. Et souvent dans nos rédactions, nous oublions vraiment cette thématique du handicap. Voilà pourquoi nous sommes nés. Vous êtes handicapé, oui, mais personne ne le saurait parce que vous faites tout ce que nous aussi on fait. Évidemment. Après, vous avez pris les masques pour venir ici, personne ne vous a aidé. Et vous êtes très actif sur le terrain de la presse depuis bientôt 15 ans, je vous connais depuis longtemps. Exactement. Depuis 1999, je suis dans la presse. Et ça se vit sans problème. Oui, c'est vrai que parfois, lorsque vous arrivez à des séminaires de formation entre confrères également, il y a, on ne vous le dit pas directement dans les yeux, mais quand vous regardez un peu le comportement de certains confrères, vous sentez qu'on vous marginalise, on vous discrimine. Mais à partir du moment où la mayonnaise a pris, on parle des droits des personnes handicapées, d'abord les confrères journalistes que nous avons eu la chance de former
2 années ou 3 années successives ont commencé par changer de comportement. Et certes, dans certaines rédactions, on a créé même des émissions consacrées aux droits des personnes handicapées. Nous en sommes fiers aujourd'hui. Et les moyens, vous les trouvez où? Les moyens sont difficiles à trouver, c'est vrai. Nous nous débattons nous-mêmes. Voilà pourquoi d'ailleurs, je peux profiter de vos antennes pour lancer un appel à la société civile togolaise, aux organisations internationales, de nous accompagner à parler un peu plus de la thématique du handicap auprès de nos confrères. Comme ça, ils vont les relayer dans leur rédaction. Alors, merci de lancer une parenthèse avec notre ami Anthony Marcel Kodjudaga de la radio d'État Santé et Anero. Alors, on va parler en même temps du premier sujet. C'est le mandat d'arrêt international contre l'homme d'affaires et le politicien Alberto Olympio. La semaine écoulée, les médias internationaux parlaient, surtout des sites d'information sénégalais, puisque M. Alberto Olympio officiellement vient à Dakar au Sénégal. Et les confrères sénégalais en parlent. On a suivi sur d'autres médias également, donc ça devient sérieux pour le président du parti de Togolais, Ibrahim Acha. Oui, je pense que c'est la suite logique de la procédure judiciaire. Vous savez que la procédure judiciaire contre Alberto Olympio a connu son épilogue la semaine passée. Et par sa condamnation, vous savez, à 5 ans d'emprisonnement ferme. Et donc, après cette condamnation, et que le présumé n'étant pas au pays, et il va de soi quand même que pour pouvoir purger cette peine, qu'il y ait un mandat qu'on lance contre lui. Je pense que c'est une démarche judiciaire qui n'a pas de relent politique ou bien en tout cas, je voudrais tout simplement dire qu'il ne faut pas voir en cela un acharnement contre un homme politique. Prenons la chose de la façon judiciaire et que c'est la justice qui a émis ce mandat d'arrêt contre lui. Et ça, nous avons tous constaté que c'est ce qui a été fait. Et comme vous venez de le signifier, il vit à Dakar et les médias sénégalais en ont fait cas puisque c'est un homme politique aussi. Et vous savez que le plus souvent, quand un homme politique est dans le pétrin, très vite, il y a une récupération qui est faite et on fait des rapprochements avec ses activités politiques. Mais ici, c'est une affaire purement de business qui a mal tourné entre les acteurs. Je pense qu'il ne faudrait pas tout de suite amener ce problème qui est né entre des partenaires de business sur le terrain politique. Mais l'homme politique et son entourage, je même parle dans ce rabat politique et sur les sites d'information, dans les colonnes des journaux, le journal Le Monde même en a parlé. Et les gens pensent que c'est une sorte d'harcèlement contre l'homme politique Alberto Olympio qui inquiète parce qu'il est très doué en informatique. Non, je ne vois pas la chose de la sorte parce que si on veut parler des hommes politiques et d'obédience de l'opposition qui sont très actifs sur le terrain, il y a le leader de l'opposition, le chef de file de l'opposition qui est très actif sur le terrain, qui va et vient et qui n'est pas certainement inquiété. Il y a d'autres acteurs politiques plus prolifiques sur le terrain qui n'inquiètent pas. Je ne vois pas comment le gouvernement va décider, en tout cas je veux parler du régime UNIR qui est actuellement au pouvoir, va s'attaquer à Alberto Olympio qui manifestement ne présente aucun danger pour son régime actuel. Alors, Kodjo Daga, vous suivez aussi l'actualité depuis Anero. Alors, comment accueillez-vous dans ce mandat d'arrêt international contre l'homme d'affaires et homme politique togolais Alberto Olympio? Est-ce qu'on va l'arrêter s'il voyage? Comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Bien, vous savez, comme l'a dit Acha, il faudrait que la justice parle. Enfin, au Togo, il faut que quand quelqu'un se trouve dans des pétrins ou commet des erreurs, que la justice parle. Mais il ne faudrait pas que la justice soit multicolore. Il est très important que la justice soit unique pour tous les acteurs. Mais c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure le confrère, que lorsque vous êtes un homme politique, vous êtes sous le feu des projecteurs. Et tout de suite, dans le pénombre, vous commettez quelque chose, on l'envoie à la lumière. Mais on sent quand même quelque part un acharnement politique contre l'homme. Parce que dès qu'il s'est lancé dans la politique, nous avons remarqué que le confrère, l'homme politique Alberto Olympio est un féru de l'informatique. Tu l'as dit tout à l'heure. Et à la veille des élections présidentielles de 2015, il a dit haut et fort qu'il n'irait pas à ces élections parce que le fichier électoral était truffé d'erreurs. Il a dit et a démontré. Donc déjà, ça a agacé le régime. Et ensuite, nous avons remarqué quelques démarches de l'homme politique sur le terrain quand il arrivait dans la préfecture de Lac où j'avais toujours la chance de couvrir ces événements. Nous avons remarqué que dès qu'il arrive dans un endroit,
Et les femmes ou les hommes, la jeunesse, les pauvres paysans lambda se plaignent de ce qu'ils n'ont pas ceci ou cela. L'homme politique retourne à Lomé. À son retour, 2 semaines plus tard, il fait quelque chose de matériel. Je me rappelle qu'il était allé chez les pêcheurs, ici même à Lomé, au port de pêche, où il a construit un hangar pour aider donc, ces femmes-là qui sont revendeuses de poissons. Donc ces actions qu'il pose, ce sont des actions similaires du régime. Dès lors que le régime arrive quelque part, le régime peut faire construire une école, le régime peut faire construire et ça, mais les autres opposants sur le terrain ne le font pas. Alors, il fait peur. Lui fait la politique autrement. Il le fait autrement. Oui, il matérialise ses actions. Donc, il peut faire peur au régime, mais pas fortement comme les autres, mais ses actions, petitement, peuvent inquiéter le régime. Mais je ne dis pas que c'est le régime qui l'accule aujourd'hui judiciairement. Ce sont ses acolytes avec qui il a créé une entreprise et qui se surgent contre lui parce qu'il a fait faux, usage de faux. Ça, c'est la justice qui a parlé. Alors donc, on doit s'inquiéter pour lui sérieusement. Oui, parce que quand on connaît un peu le régime togolais, c'est un régime solidement assis et concernant le service de renseignement togolais, c'est un service performant. Donc, il peut être inquiété à tout moment. Ce n'est pas le cas de Agba qui est un peu subtil, qui est un peu habile et qui peut aller où il va. Mais on peut s'inquiéter pour Albertus Olympio. Mais on saura, on espère que, comme il a dit, qu'il va faire appel, on espère qu'il fera appel et que cette décision sera revue autrement par la justice togolaise. Alors, est-ce que le fait de vouloir faire appel, ça suspend l'exécution de la décision? Parce qu'on voit qu'on a lancé le mandat. Est-ce qu'en principe, ça c'est suspensif? Ibrahim bon, seuls les juristes pourront nous situer. Mais il y a dans des cas où c'est suspensif, dans des cas c'est pas suspensif. Mais dans ce cas, précis, ce que je peux dire, c'est que s'il fait appel, c'est que la procédure continue. Donc tout de suite, on ne peut pas l'inquiéter. Mais si le mandat a été lancé de manière à ce que Alberto Olympio soit présent physiquement sur le territoire et pour faire face à la justice togolaise. Je pense que c'est purement cela, mais ce n'est pas qu'il y a quand même des relents politiques, je continue pas à le dire. L'affaire est purement business, c'est une affaire de business entre des acteurs, ça a mal tourné et ils se sont plaints et voilà, c'est la suite logique qu'on a donnée à cette plainte. Mais sur le plan politique, c'est vrai qu'il est un informaticien chevronné. On a vu comment il a soulevé le problème des fichiers électoraux, mais ce fichier électoral, c'est vrai qu'entre-temps, l'État togolais a pris conscience de la chose et on a fait appel à la francophonie pour consolider la liste. Donc cela a été fait de façon consensuelle. Les acteurs politiques ont décidé d'aller à ces élections. Donc jusque-là, il n'y a pas quand même inquiétude, comme il faut le dire. Mais seulement, c'est à un moment donné, il avait demandé d'aller avoir accès aux fichiers. Et c'est là où nous attirons l'attention des Togolais que M. Alberto Olympio est un informaticien chevronné. Il ne demandait pas le fichier en tant que tel sur un support, parce que ça a été fait, on a donné ça à tout le monde, mais il voulait avoir accès au serveur. C'est là où c'était très dangereux. C'est dangereux en ce sens que quand un opposant, c'est-à-dire qu'un acteur politique qui va à une élection et demande à avoir accès au serveur, c'est que toutes les manipulations sont possibles. En matière de la high-tech, avec une clé USB, on peut envoyer un virus dans un système et le système est capoté. Donc il y avait cette forte inquiétude qui animait certains Togolais parce que nous, à l'époque, on voudrait quand même qu'on aille à ces élections et il ne fallait pas quand même saboter le processus parce qu'après tout, c'est la souveraineté de l'État et c'est notre Togo qui devait présenter une mine assez joviale à la face du monde. Donc il faudrait quand même qu'on accompagne ce processus. Pourquoi nous on avait demandé que les autorités togolaises consolident la liste, que la francophonie aide l'État à avoir une liste consensuelle et qu'on puisse aller à ces élections. C'est ce qui a été fait. Ça appartient au passé. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est bien. Donc Alberto Olympio, en l'état actuel, je ne vois pas comment il peut inquiéter ce régime. Alors, on va évoluer. Je rappelle qu'Alberto Olympio s'apprête à lancer un livre dans les jours et semaines à venir. Le livre a comme pour titre « Le pouvoir, c'est vous ». Alors, on va parler d'un sujet de société, un sujet de société et qui prend de l'ampleur dans notre pays. Le problème, si je vous l'explique, quand les jeunes filles, nos sœurs, nos mamans, nos filles, si vont maintenant faire la demande d'emploi dans la société, elles sont soumises à ce qu'on appelle une sorte d'harcèlement de la part de ceux qui vont recruter. On leur dit directement, on a eu des témoignages, le journal Medium en a parlé, et le fait, chaque semaine que Dieu fait, on a des retours, les gens se plaignent, les femmes se plaignent, pour faire les chercher des stages, du boulot, on leur dit clairement, écoutez, mais en des termes un peu vulgaires, on le fait, vous commencez à travailler, oubliez le stage, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Tony Marcel, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est inquiétant ce qui se passe dans notre pays. Oui, c'est très inquiétant.
Et je crois que ce n'est pas seulement au Togo, hein, c'est partout en Afrique et même dans le monde. Eux-mêmes, ces patrons d'entreprise appellent cela le droit de cuissage. Le droit de cuissage. Ouais. Donc cela ne devrait pas être le cas. En réalité, qu'est-ce qui se passe? On profite donc de la Togolaise lambda pour en abuser sexuellement. Pourquoi je le dis? Prenez par exemple un cadre du pays ou un Togolais de la haute société et qui envoie sa fille qui est revenue tout droit peut-être des États-Unis ou a décroché son doctorat ici à Lomé, on la recommande. On la recommande dans tel service, allez, on va vous engager dans tel secteur d'activité dans le service. Et ça se passe sans embâche. Mais quand il s'agit d'une Togolaise qui a obtenu son BTS ou son doctorat, mais qui vient d'une ferme quelque part, sachant qu'elle n'est pas issue d'une famille aisée ou un cadre bien relevé, mais on demande le droit de cuissage. Je crois qu'il faut faire... Même avec des Togolaises instruites qui sont Lomé, subissent le même phénomène. Hein? Ouais. Parce qu'on a eu des témoignages chez Lomé partout, c'est rentré dans les normes. Faites un peu l'enquête, menez une enquête autour de la femme ou la jeune fille, vous verrez qu'elle est issue d'une famille modeste. Quand c'est une famille bien aisée, une famille de grands cadres, une famille des intellos togolais, ça ne se passe pas ainsi. Parce que quand ça se fait avec des femmes de ce genre, quand l'information sera donc remontée au papa, perché dans un haut cadre, dans un secteur bien déterminé, le directeur de société aura des problèmes. Même si ça ne se diffuse pas tout le temps, ça ne se médiatise pas. Mais à 90%, il y a des directeurs vraiment qui croient toujours en cela, le droit de cuissage, c'est une mauvaise attitude des Togolais. Je crois que l'éducation togolaise ne demande pas ça. Quand vous voulez offrir de l'emploi à quelqu'un, donnez-leur du travail, il n'y a pas de problème. Et ne cherchez pas forcément à le faire. Parfois, certains sont intelligents. Ils recrutent la jeune fille avant de la draguer, ça c'est mieux. Mais ça c'est normal. Que de dire, écoutez, vous cédez, vous passez dans le canapé avant que vous n'ayez vos boulot. C'est terrible ce qui se passe. Ce n'est pas une bonne chose. L'éducation togolaise n'a pas donné ça. Le Togolais est un homme exemplaire dans la société. Il va falloir que ces directeurs de société la changent de comportement. Ibrahim Acha? Oui, je pense que c'est un phénomène qui est récurrent. Et les témoignages qui arrivent, nous, à notre rédaction en temps nouveau, sont vraiment des témoignages très inquiétants. Parce que nous avons eu accès à certaines jeunes filles qui sont allées demander un simple stage, mais ce qu'on leur dit, il faudrait monnayer ça. En tout cas, il faut offrir des services sexuels au patron et moyennant le stage ou bien l'emploi. Et vous voyez que c'est sur le plan mœurs, comme le disait mon confrère, ça ne tient pas. Ce n'est pas quand même bien moralement pour, en tout cas, face à notre culture togolaise qui est beaucoup plus puritaine. Et je pense qu'il faudrait quand même sensibiliser davantage. C'est ce que fait actuellement une ONG que je connais très bien, GFD2, qui parle de l'harcèlement sexuel. Il y en a d'autres aussi qui sont vraiment très actifs aussi sur le terrain pour sensibiliser. Parce que c'est une question en tout cas, d'érotisme. Un patron, un homme face à une femme, ça va de soi. Il y a cet élan de plaisir ou bien de désir de la personne opposée, ça se passe. Mais il faudrait aussi que je rappelle que ce n'est pas forcément avec les jeunes filles. Même avec les femmes mariées, hein? Non, même avec les jeunes garçons, ça se passe. Parce qu'il y a le phénomène de l'homosexualité qui prend de l'ampleur. Il y a des jeunes garçons aussi qui sont souvent victimes de ces abus sexuels, de ces pratiques sexuelles. Ce n'est pas seulement les jeunes femmes ou bien les jeunes filles. Les jeunes garçons aussi. Ou soit aussi, ça peut être un jeune garçon un peu beau qui arrive dans une entreprise et si le directeur de l'entreprise est une femme, vous voyez que le sens contraire aussi peut arriver. Non, mais généralement c'est également. Ça arrive. Ça arrive aussi. Donc, je voulais ajouter quelque chose. Ça sensibilise beaucoup. Et surtout au niveau de notre code pénal, je pense que ce sont les institutions aussi qui font la République. Si les institutions sont fortes, je pense que ces phénomènes aussi pourront aussi être d'une manière ou d'une autre enrayés. Donc il faudrait qu'au niveau de notre code pénal, qu'il y ait des dispositions beaucoup plus discursives qui dissuadent les gens par rapport à cette pratique, et aussi au niveau de la police, parce que c'est là aussi le problème se pose. Il faudrait que les officiers de police judiciaire soient formés à la chose, parce que les tentatives de harcèlement, tout ce que les jeunes filles ont subi, lorsqu'on amène ça à la police, c'est un fait qu'on n'arrive pas à cerner. Et des fois on banalise ça. On vous dit où sont les preuves. On banalise ça même. On banalise ça. On dit que non, quand même, ton patron te désire, c'est un problème, c'est un crime. Voilà des réalités que les gens vivent. Donc il faudrait sensibiliser les officiers de police judiciaire pour savoir comment traduire ça en requête ou bien comment on l'appelle ça en jargon judiciaire pour que ça puisse avoir une suite judiciaire. Tony Marcel? Oui, je voudrais également, comme il a dit, abonder dans le même sens pour dire qu'il faut également que ces jeunes filles aient le courage
donc de dénoncer. dénoncer. Parce que nous n'avons pas dans notre culture togolaise la dénonciation, c'est une mauvaise chose. Il faut dénoncer. Quand le harcèlement sexuel est sanctionné au Togo, hein, c'est parce que les gens ne le dénoncent pas. Et puis ensuite, d'autres disent qu'il y a le volet mystique de la chose. Il y a certains directeurs de sociétés qui ont créé leur société sur certaines bases mystiques. Et quand ils continuent de coucher peut-être avec leurs collaboratrices, surtout dans leur bureau, ça donne une aisance, une prospérité mystique de la chose. Et il faut que nos jeunes sœurs ne cèdent pas à ces genres de chantage. Mais elles ne cèdent pas, mais elles ne trouvent pas du boulot non plus, c'est ça le problème. Que ce soit dans du privé hein, ou dans la société publique, c'est la même chose. Et mieux encore, pire, dans les institutions internationales, dans les multinationales, et tous ces boss-là imposent ces conditions à nos sœurs. Parce qu'on a eu des exemples aussi des institutions internationales ici, et que ce soit des blancs, autres là, ils imposent la même chose à nos sœurs. Il faut dénoncer. Vous savez, le gouvernement togolais, parfois, semble voir des choses et ferme les yeux. Il attend tout simplement que ça commence par devenir donc, de bruit avant qu'ils n'agissent. Et souvent, vous comprendrez que ces directeurs de société sont en connivence souvent, ils sont des amis avec les responsables, les tenants du pouvoir. Mais quand ils sont excédés, souvent, le gouvernement tape du poing sur la table. Il faut continuer par dénoncer et ça va changer. Mais les associations de femmes, de défense des droits des femmes aussi doivent agir. Est-ce que les jeunes filles doivent s'adresser à elles? Oui, le GFDD joue déjà sa partition, comme l'a dit Acha. Le GFDD fait donc beaucoup d'efforts. Il n'y a pas que le GFDD. Il y a d'autres organisations qui recueillent les jeunes orphelines, etc. et qui font des démarches auprès des institutions donc, de défense des droits des enfants et des droits des femmes et qui agissent. Je crois que ça va marcher. Hein. Il faut toujours continuer par dénoncer. Ça ira. On a eu un cas la semaine passée où une fille est partie déposer le dossier et dès qu'elle est dans le bureau, le monsieur ferme la porte et va derrière, elle commence pas à la toucher. Mais tu n'as jamais vu la fille, et tu l'as la première fois, tu dis ben allons-y, on le fait, après on commence pas à travailler, vous ne faites plus ça, vous commencez même pas Ibrahim. C'est scandaleux. C'est très scandaleux. Il y a les maladies qui circulent aussi. Il y a aussi l'éthique qui doit passer par là. Même quand on est un homme et qu'on est sexuellement obsédé, il y a quand même de la retenue, parce que ça fait partie aussi de la personnalité. Donc il faudrait quand même qu'on fasse un effort, que nous les hommes, nous le disons parce que nous ne sommes pas exemptés, hein, nous sommes des hommes, donc il faudrait quand même qu'on adopte de bonnes attitudes pour ne pas céder à ces pulsions sexuelles qui sont vraiment naturelles mais contrôlables. Et il y a aussi un aspect qu'il faut relever, c'est l'harcèlement au travail, parce que nous abordons le problème d'harcèlement. Il y a des jeunes femmes aussi qui sont dans des bureaux, soit avec des collègues ou bien soit avec les patrons, surtout les secrétaires. Ça se passe forcément. Qui sont donc, des femmes mariées, oui. les regards, tout ça là, c'est aussi des cas d'harcèlement sexuel. Donc il faudrait qu'on sensibilise beaucoup en entreprise et surtout que nos inspecteurs de travail fassent aussi leur travail. Parce que c'est ça qui est très important. Il ne s'agit pas d'aller voir comment l'entreprise est, on prend les enveloppes et on disparaît, c'est fini. On ne voit plus la vie même de l'entreprise. Donc il faudrait qu'il y ait des contrôles inopinés, comme on le dit, pour s'assurer que tout marche au sein de cette entreprise. Parce que quand vous allez souvent dans certaines entreprises, c'est des boîtes vraiment où il se passe des choses horribles. Il faudrait que, comme le disait mon confrère aussi, avoir le courage de dénonciation et quand on dénonce que les autorités de la police judiciaire fassent correctement aussi leur travail. Les avocats véreux aussi doivent cesser aussi de s'immiscer dans ces affaires et nous avons vu un cas de pédophilie dans ce pays puisque ça concerne une haute personnalité, c'est des millions qui ont coulé et entre-temps l'affaire a été étouffée comme ça, on n'a pas donné suite à cette affaire. Je pense qu'il faudrait que les avocats aussi soient beaucoup plus sérieux et c'est vrai qu'ils font du business mais il faut être humain aussi en faisant du business. On va évoluer, on va parler football. Le Togo s'apprête donc à aller à la CAN au Gabon. Demain déjà il y a un match amical contre l'Ouganda ici au stade municipal vers 17h. Au stade de Kéry plutôt vers 17h. Mais le Togo s'apprête à aller à la CAN. Mais la dernière CAN, depuis 2013, à la CAN on a participé. On attend donc que les comptes soient faits. Parce qu'on a cotisé, on nous a prélevé l'argent sur la boisson, sur le ciment. Et depuis lors, toujours pas de compte de la CAN 2013, on en parle, mais la CAN 2017 approche. Alors, doit-on fermer les yeux là-dessus et encore demander aux gens de cotiser pour la CAN 2017, Tony Marcel Daga? Non, vous savez, le Togolais est un féru de football. Hein. Le Togolais aime le football, c'est un sport populaire dans notre pays. Et quand notre maman, qui a un portable, qu'il soit des deux, donc téléphonie mobile opérateur au Togo, qu'il soit à Charpanga, ou qu'il soit à Elavagnon, ou encore à Tado, ils perçoivent de l'argent sur les crédits de ces mamans-là,
qui souffrent déjà pour s'acheter du crédit à 200 francs. Et aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Ahmed Zounou, qui était le président de ce comité-là, ont amassé de l'argent. Ils ne veulent pas. Il n'était pas le président, il était le président du comité de supervision. De supervision, mais en réalité, il lui revenait de donner le ton pour qu'on fasse les comptes avec le ministre sortant de l'économie et des finances, Adi Teta Yassor. Moi, je crois que c'est très déplorable. Hein. Nous aimons tous le football. Et quand on a cotisé cet argent-là, sur chez le contribuable togolais, et que l'équipe togolaise était allée encore en Afrique du Sud baver, des joueurs ont dormi même à même le sol dans les aéroports, on ne comprend pas. Cet argent avait servi à quoi? C'est en termes de milliards. Qu'on nous fasse les comptes, c'est important. Que la pauvre femme d'Aklakou, la pauvre femme d'Anny ait pu cotiser et qu'on ne dise pas ton argent a servi à faire ceci. Il faut véritablement qu'on fasse les comptes avant qu'on ne parte d'une autre CAN. On est content. Quand on a sauté de joie parce que le Togo est qualifié pour la CAN Gabon 2017, on a semblé oublier cet aspect-là. Mais les communicateurs que nous sommes, les journalistes et même les économistes ont tout de suite eu ce réflexe-là de rappeler donc, les comptes. C'est important de le faire. Ibrahim Acha. Oui, Votre journal en a parlé, je pense, la semaine passée. Oui, nous en avons parlé et c'est un sujet que nous avons toujours traité. Nous avons toujours exercé le maximum de pression pour que les langues se délient parce que autour de ces comptes, nous avons constaté que c'est une solidarité suicidaire, une solidarité criminelle qui entoure ce dossier parce que les gens ne veulent pas parler, les gens sont solidaires dans le mal et c'est ce qui est dommage parce que quand une république, parce que quand le Premier ministre Ahmed Zounou, je pense qu'il était Premier ministre de la République, quand il a pris l'engagement de faire les comptes, ça engage toute la République. Si toute la République n'arrive pas à faire les comptes, c'est que c'est la République qui perd la face. Vous et moi, nous sommes entachés. Donc nous ne voudrons pas qu'on dise que notre République est une République de voyous. Il faudrait que ce soit une République donc responsable et des dirigeants responsables. Quand les dirigeants prennent des engagements, il faudrait que de manière la plus simple, que ces engagements soient respectés. C'est ce que nous demandons avec les comptes de la CAN. Le Premier ministre Ahmed Zounou, lorsqu'il était Premier ministre, avait dit qu'il y avait des pratiques peu orthodoxes autour de la gestion des fonds publics et que pour cette CAN, la mobilisation des ressources là devait être sujette à des comptes. C'est-à-dire qu'on devait situer les Togolais sur la manière dont l'argent a été géré. Mais lorsqu'il était Premier ministre, lorsqu'il était à la primature, il y a eu, sous son instruction bien sûr, deux cabinets qui ont fait le boulot. Il y a eu le cabinet Madame Bito, ICC, qui a dressé le rapport. Mais le rapport a été bloqué par le ministre Ayassor, qui était le ministre de l'économie. Monsieur Ahmed Zounou était dans sa coquette villa de la cité Ouya et il ne savait même pas que le rapport était prêt. Le ministre de l'économie a bloqué le rapport à son niveau. C'est au départ de monsieur Ahmed Zounou que ce rapport a finalement atterri à la primature. C'est le nouveau Premier ministre Klassou. Actuellement, le Premier ministre Klassou, il a le rapport avec lui. Dans et pourquoi il ne publie pas? Pourquoi il ne publie pas? On ne sait pas. Et entre-temps... Est-ce qu'on cherche à protéger des gens? Mais c'est ce que nous allons tirer comme conclusion. Puisque, entre-temps, selon les informations que nous avons eues, le ministre Ahmed Zounou et le Premier ministre Ahmed Zounou avaient eu vent de l'existence de ce rapport à la primature. Et il a appelé son collègue, M. Klassou, lui demandant que, selon le principe de la continuité de l'État, même si je ne suis plus Premier ministre, vous êtes le Premier ministre, puisque j'ai pris un engagement, ça engage la République, donc vous devez publier ce rapport. Mais cela n'a pas été fait. On ne sait pas pourquoi M. Klassou refuse de publier ce rapport, de rendre public ce rapport. Selon nos infos, il paraît qu'il y a eu des surfacturations. Mais il y a eu des dysfonctionnements. Les gens ont fait des costumes à $300, $500. C'est des costumes qui coûtent à peu près 50 000 francs CFA. Il y a eu beaucoup de choses qu'on apprend en police. Beaucoup de choses. Mais il faut quand même que les comptes sortent, qu'on voit si les gens ont volé ou pas, mais bon, qu'on sache. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faut situer les Togolais. Ahmed Zounou n'en est pour rien dans ces histoires de comptes. Parce qu'il a tout fait, il a bataillé dur pour que le rapport des comptes soit accessible au grand public. Mais cela n'a pas été fait. Il était obligé même en mai 2015 de demander à Ayassor que, bon, puisque le rapport est à votre niveau, je venais de l'apprendre, c'est de façon improvise qu'il a appris sur publier le rapport. Ayassor a refusé de publier le rapport. Il ne l'a pas publié. Donc, jusqu'à ce que M. Ahmed Zounou ne parte. Tout comme M. Ayassor est parti. Oui, lui aussi il est parti, mais on ne sait pas entre-temps comment le rapport a fait. Et ça a atterri à la primature. C'est ça le problème. Mais il faudrait quand même qu'on rappelle aussi ces choses, parce que quand nous avons commencé par fouiller, nous avons eu accès à des informations vraiment qu'il faudrait qu'on porte à la connaissance du public, puisque c'est notre devoir, nous cherchons des informations. La mobilisation des fonds
le chef de l'État, selon les informations que nous avons eues, a donné 100 millions comme participation à titre personnel. Le Premier ministre Aoumé Zounou en avait donné. Et il y a eu les sociétés de téléphonie qui ont mobilisé près de 500 millions. Les sociétés portières qui ont mobilisé près de 280 millions. Il y a la FIFA et la CAF plutôt qui a envoyé aussi 300 millions. Les ressources, non. Les ressources après la participation. Il y a les droits de télé aussi qui sont venus. Les droits de télé qui sont venus. Donc il y avait vraiment, c'est près de 2 milliards que les gens ont géré et on ne veut pas rendre compte. C'est pas normal. Parce que quand vous savez que quand il n'y a pas une certaine confiance entre gouvernants et gouvernés, ça crée une crise énorme dans le pays. Donc il faudrait que les autorités fassent un effort nécessaire de jouer à la transparence. Si y a la transparence, les Togolais aussi seront libres. Il n'y aura pas des a priori, des contestations et beaucoup de choses. Si tout est géré de façon normale, mais les gens vont comprendre. Vous expliquez la situation et les gens comprennent et la vie continue. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je crois qu'on peut faire les comptes. On peut faire les comptes si le chef de l'État, Faure Sozina Yacine Bey, pourquoi je le dis? Rappelez-vous du gouvernement Agboibor, où Agboibor est excédé et est paru donc devant les écrans pour dire qu'il y a des ministres qui ne le respectent pas, qui extrapolent donc sa responsabilité et sa personnalité. Aujourd'hui, c'est le cas du ministre Aoumé Zounou, et qui ne peut pas gérer le ministre Adi Otet Ayasso, qui avait pourtant le rapport sous la main, parce que, étant ministre de l'économie, il savait comment on avait géré ces sous-là. Alors, si le chef de l'État fort et Sozina Yacine Bey veut, aujourd'hui, on fera les comptes. Donc, il lui appartient de faire en sorte qu'il prenne les dispositions pour qu'on rende compte aux Togolais. Comme ça, aujourd'hui, on est encore qualifié pour la CAN, on pourra encore demander aux Togolais de participer. Si les comptes ne sont pas faits, je pense que quand on va demander encore aux Togolais, ils vont bouder, parce que le Togolais souffre déjà. Merci à chers confrères. Donc, c'est fait pour le sujet d'aujourd'hui. Nous allons marquer la pause publicitaire. Derrière la pause, nous allons recevoir notre invité. Je me rappelle, il s'appelle Spero Maoulé, le président du conseil d'administration du CACIT. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, M. Spero Maoulé, le président du conseil d'administration du CACIT. Bonjour, M. Maoulé. Bonjour. Alors, comment se porte le CACIT Togo? Enfin, le CACIT, c'est ça? Oui, le CACIT. Vous pouvez dire le CACIT Togo parce qu'il y a une partie qui est en France, qui est appelée le CACIT France. L'un mis dans l'autre, le CACIT se porte très bien. Nous continuons nos activités, nous faisons ce qui est de notre mieux pour que la population togolaise soit à l'abri des violations contre les droits de l'homme. Vous êtes sûr que le CACIT se porte très bien? Oui, le CACIT se porte très bien. Mais selon nos infos, ce n'est pas le cas parce qu'on a appris que ce week-end, il y a eu un petit réfifi lors de la... Il y a un petit problème. En fait, on a pris des petits soucis quand même. Est-ce que oui, de toutes les façons, dans la vie d'une institution, on peut avoir des moments où les gens ne peuvent pas s'entendre, qu'il y ait des mésententes, qu'il y ait des mésintelligences. Si ça n'emporte pas sur le fonctionnement de la personne morale, nous disons que la personne morale va bien. Si c'est des problèmes interpersonnels, qui n'ont pas d'effet direct sur le fonctionnement de l'association, nous dirons que nous allons bien. Mais il va falloir quand même colmater les brèches, parce qu'il y a brèche forcément. Forcément. Nous, dans une démocratie, on ne peut pas obliger tout le monde à avoir dans le même sens. Mais on peut quand même avoir l'adhésion sur un certain nombre de points. Et il faut toujours rechercher cette adhésion-là. Et nous allons continuer par tendre la main vers ceux qui ne sont pas d'accord avec notre façon de voir les choses, pour que ça aille dans l'intérêt supérieur de notre collectif. Vous pensez qu'ils ont un peu raison quand même? Parce que non. certains points peut-être... Non. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou de ne pas avoir raison. Le problème, c'est que quand il y a un problème qui est foncièrement un problème objectif, il faut pouvoir s'asseoir et régler. Mais lorsque c'est des problèmes subjectifs, liés à des personnes, c'est toujours compliqué à régler. Et il faut donc arriver à voir le nœud du problème. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas confiance en telle ou telle autre personne? Le non-respect des tests, par exemple, selon ce qu'on apprend? Non. Les gens disent beaucoup de choses sans savoir au fond ce qui s'est passé. Et je ne voudrais pas en débattre ici. L'occasion nous permettra, si besoin en est, de clarifier un certain nombre de choses. Mais moi, je dis toujours qu'il faut faire attention. Parce que si vous êtes pour que votre collectif avance, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des mensonges qu'on ne colporte pas, il y a même des vérités parfois qu'on ne dit pas,
pour que tout le monde continue dans l'intérêt de notre collectif. Et aujourd'hui, je pourrais bien dire, telle personne a fait une erreur, telle personne a fait une erreur. Mais est-ce qu'au fond, ça profite à notre collectif? Si ce n'est pas le cas, je ne le dis pas. Si ça profite, alors je le dirai. Alors on va évoluer, si vous me permettez. Jeudi dernier, les députés togolais ont adopté le nouveau code pénal, ce qui est un peu surpris les jeunes, c'est le fait que la torture aujourd'hui redevienne un crime imprescriptible. Oui, ça a surpris peut-être, mais agréablement, parce que nous avons milité énergiquement pour que ça arrive. Nous nous attendons quand même à ce que ça arrive avant le PU. Donc c'est peut-être une réponse qui a été donnée par le gouvernement pour que on puisse aller à l'EPU avec des recommandations qui ont été faites en plus grand nombre que ce qu'il y avait avant le PU. Et donc pour nous, c'est un acquis et nous nous en félicitons. Comment l'avez-vous accueilli? Très favorablement. Si les choses se passent bien, probablement d'ici la fin de cette journée, nous aurons un communiqué qui va sortir officiellement pour montrer comment nous avons été très enchantés par ce texte-là. Mais évidemment, nous avons dit quand même qu'il y a encore des choses à faire et nous avons dit dans le communiqué que nous prions le gouvernement de tout faire pour aller encore de l'avant. Quoi par exemple, si Non, le code pénal, c'est vrai que sur la torture, on a fait une avancée. On a d'abord corrigé la définition, on a rendu imprescriptible, et donc on a rendu tout le code pénal conforme aux conventions internationales, et donc c'est bien. Mais n'empêche que le code pénal comporte encore des problèmes. Lesquels, par exemple? Tout le monde se rappelle de ce fameux article 497. Et donc, nous les journalistes. En fait, ce n'est pas seulement les journalistes, c'est toute personne qui fait une diffusion. Même sur mon blog personnel, si je fais une publication, je peux avoir problème si on se base sur cet article-là. Et il y a une chose sur laquelle les gens n'ont pas insisté suffisamment, même dans cet article-là, on a donné la latitude au juge d'apprécier ce qui est le trouble à l'ordre public. Et sans définir ailleurs, dans le code pénal, ce qui va être constitutif d'un trouble à l'ordre public. Et ça laisse champ à beaucoup d'interprétations. Et donc, malheureusement, ça fera que le juge, à un moment ou un autre, peut recevoir des instructions, puisque malheureusement, nous nous plaignons toujours de la souveraineté de nos juges. Donc, qui peut recevoir des instructions et utiliser cette souveraineté que le code pénal, à l'état actuel, lui donne pour pouvoir brimer les droits des citoyens? Oui, par rapport à l'article 497 qui a fait polémique, nous tous nous avons vraiment décrié cet article. Est-ce que vous pensez que la justice togolaise peut faire un bon qualitatif pour éviter des amalgames dans l'interprétation de cet article? Non, au niveau du CACIT, nous avons pensé à deux choses. La première, ce qui serait plus simple, c'est que les parlementaires continuent dans leur élan en corrigeant encore cet article. Je pense que même au niveau de l'université de Lomé, nous avons déjà eu à discuter, nous sommes à des discussions très avancées avec un certain nombre d'universitaires pour faire un colloque sur les points qui ne sont pas corrects dans le code pénal. Et il y en a beaucoup. La deuxième possibilité, et c'est ça que nous avons soulevé au niveau d'une commission dans l'atelier du HCRUN il y a quelques mois, qu'il faut donner une autre indépendance au judiciaire. Faire en sorte que, comme dans certains pays, on a le Chief of Justice, donc quelqu'un qui incarne plutôt la justice, qui ne soit pas inféodé au gouvernement, qui ne soit pas inféodé au Parlement, mais qui est, par exemple, au niveau du gouvernement, un ministre chargé des relations avec les institutions, qui va alors collaborer avec cette personne-là. Mais donner une toute grande indépendance au judiciaire pour que quand on dit que vous avez un problème qui est au niveau de la justice, vous ayez l'assurance que c'est le droit qui va être dit. Ces incohérences que vous avez constatées au niveau du code pénal togolais, est-ce qu'au niveau du CACIT, vous avez eu à les relever, à adresser une correspondance au président du Parlement pour lui signifier qu'il y a danger à la demeure? Notre premier point d'alerte a été essentiellement le problème de la torture. Sur sa définition, sur son imprescriptibilité, etc. Et ça, nous l'avons acquis. Maintenant, nous nous sommes dit, au lieu d'aller en rang dispersé, nous demander tel article doit être corrigé, il vaut mieux plutôt nous associer avec les universitaires. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. S'il n'y avait pas eu des problèmes d'agenda, je pense que normalement, ça aurait été vers ces périodes-là qu'on aurait fait le colloque. Bon, maintenant, vous savez que malheureusement,
il y a eu un report des activités académiques et la plupart des universitaires qui avaient accepté de faire le travail avec nous, eux, ils sont allés en mission pour gagner leur pain et naturellement faire leur travail. Et donc, nous attendons qu'ils reviennent et probablement d'ici le mois de décembre, si tout va bien, nous aurons ce colloque-là qui va réunir et les universitaires et les associations de la société civile qui y trouvent intérêt et toute autre personne qui pense que le code pénal a des imperfections. Parce que parfois, c'est des problèmes d'ordre social. Il y a dans le nouveau code pénal une infraction qui est sur l'inceste. Et si on ne sait pas l'interpréter, quand un garçon qui aurait eu des déviances intellectuelles aurait eu à avoir une relation incestueuse avec sa soeur, on risque d'amener toute la famille en prison. Parce que c'est comme ça que le code pénal... Comment ça? Oui, parce que le code pénal dit par exemple que toute personne qui est censée avoir su peut être poursuivie pour complicité. Mais les parents qui se rendent compte que leurs enfants ont des rapports incestueux auront du mal à les dénoncer. Ils ne vont pas... C'est un problème de famille. On va dire comment vous avez éduqué vos enfants. Et donc, s'ils ne le disent pas et que par hasard, quelqu'un d'autre le sait de l'extérieur et porte l'affaire en justice, on va prendre les parents pour complicité, on va prendre les enfants. Toute la famille se retrouve en prison. Alors, on revient sur le cas de la torture. Alors, quelle est la portée de la décision prise par les députés jeudi dernier? Quelle est la portée en fait? Non, je pense que d'abord, il faut peut-être voir un peu de près les deux articles qui posaient problème. Dans le premier, dans l'article 198, avant la dernière réforme, on a voulu rendre un peu plus général cette infraction, ce crime de torture. Mais ce faisant, on a enlevé un élément très important. C'est celui qui est coupable de cette infraction-là. Parce que dans l'ancien article 198, on dit toute personne qui. Alors que dans la Convention internationale, et avec la nouvelle version sur laquelle on est venu maintenant, on dit c'est les agents de la fonction publique, donc les agents de l'État, qui sont prioritairement et uniquement responsables de ce qu'on va appeler la torture. C'est un élément fondamental. Lorsque, par exemple, un père a des traitements cruels envers son enfant, il y a déjà les dispositions ordinaires entre particuliers qui font qu'on peut punir ce parent-là. Mais quand l'agent de l'État le fait et qu'il peut se réfugier sous le vocable « je suis en mission d'État », donc ça veut dire qu'il ne pourra pas être puni. Et maintenant, quand on introduit tout agent de l'État, c'est-à-dire que même à ce titre-là, même en tant que fonctionnaire, ou bien lui-même il est puni, ou bien son autorité directe est punie. Mais dans tous les cas, l'État va répondre de la violation qui a été commise. Mais comme l'écrit le confrère Liberté ce matin, les tortionnaires togolais sont dans de beaux draps. Bon, de toutes les façons, il va y avoir un autre problème. C'est le problème d'application de ces tests-là. On a rendu la torture imprescriptible. Ça veut dire qu'aucune action ne pourra plus être dite foreclose parce qu'on ne l'a pas fait à un moment bien précis. Mais je suis sûr qu'il va se poser un problème. C'est celui de savoir à quel moment, à partir de quel moment ce test-là s'applique. Est-ce qu'on va dire c'est à partir de maintenant et pour l'avenir, ou bien on va dire que même les tortures qui se sont passées, est-ce que ça rentre sous ça? Donc ce problème-là va encore demeurer. Et nous espérons que l'interprétation qui va être donnée, autant par les universitaires que par les juges, nous permettront de savoir exactement ce qu'il faut faire comme approche dans cette histoire. Oui, en dehors de la torture, il y a de nouveaux crimes qui sont apparus, notamment l'escroquerie, et il y a aussi la cybercriminalité et autres là. Mais est-ce que vous avez trouvé aussi des dispositions au niveau de ce code pénal qui vont prendre en compte ces nouvelles formes de crime? Oui, je pense qu'au moins on devrait se féliciter parce que le code pénal a fait l'effort de rentrer dans plusieurs domaines. L'escroquerie même était punie avant. Mais au-delà de ça, c'est ce qui m'étonne un peu à un moment donné au niveau de la justice togolaise, c'est que même s'il n'y a pas une infraction directe qu'on a trouvée, le juge ou les avocats ont la faculté de voir si on ne peut pas donner une autre qualification à l'infraction qui s'est posée. Et on l'utilise très bien lorsque l'intérêt de la société l'exige, mais on ne l'utilise pas très bien quand c'est une autorité qui doit en souffrir. Par exemple, quand vous prenez l'escroquerie, même s'il n'y avait pas l'expression escroquerie, on pouvait déjà parler d'abus de confiance, qui était déjà puni par le code pénal. Donc on trouverait toujours une qualification. C'est en cela que ça m'embête un peu, parce que au moins le Togo a ratifié toutes les conventions qui punissaient déjà la torture.
Et donc on parlait de quantum qui n'existait pas, mais on pourrait toujours faire une comparaison, une déduction, une induction pour pouvoir rattacher à ça à une autre infraction et pouvoir punir la personne. Là, on parle souvent de la prostitution qui est vieux comme le monde. Et au-delà de la prostitution, il y a la prosélytisme. Le prosélytisme. Alors, on voulait savoir si on tient en compte ce volet-là. Est-ce que c'est incriminé? De toutes les façons, la prostitution a toujours posé un problème pour être qualifié d'infraction. Parce que d'abord, il faudrait arriver à prouver que la personne a fait une prostitution. Comment vous allez pouvoir dire que quand un homme et une femme rentrent, c'est contre un bien matériel? Parce que la prostitution suppose que vous avez reçu en contrepartie de l'acte sexuel un bien matériel. Et comment ça va pouvoir se justifier? Et parfois, je m'amuse à taquiner les filles en disant que même quand vous demandez une carte de crédit, une carte de recharge à quelqu'un, c'est un bien matériel si vous l'avez en contrepartie d'une relation sexuelle que vous faites de la prostitution. Donc, il y a un problème de preuve matérielle. Mais par contre, ce qui est certain qu'on a interdit, c'est le proxénétisme, en ce sens que quelqu'un est en train d'utiliser une autre personne à des fins de prostitution. Et c'est cette utilisation qui est contraire aux bonnes mœurs qu'on essaie de punir en attendant. Et si dans certains pays, on a cherché à légaliser la prostitution, c'est parce qu'on a cherché à en faire une profession à part entière qui serait alors imposée. Donc on va payer de l'impôt là-dessus. Or, au Togo, on impose par la prostitution et je ne pense même pas qu'il y ait un test qui refuse la prostitution. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on fasse les choses de façon conforme aux bonnes mœurs. Donc ne pas exposer ces ébats sur la place publique et rester quand même dans le respect de la dignité des autres. Mais quand nos soeurs qui sont souvent dans les zones du Temple Beach, la nuit, quand vous passez, on vous interpelle, ça c'est pas... C'est bien, non, ce n'est pas propre. Et c'est vraiment dommage qu'on les laisse faire. Mais leur refuser d'être là-bas serait attentatoire à leur liberté. On ne peut pas refuser à ces femmes-là de rester là-bas. Mais dès que vous vous apprêtez à garer un coup vers vous, et ça fait désordre. Oui, mais sauf qu'elle ne vous oblige pas à les prendre. Et donc, en principe, ça ne me pose pas problème. Mais ce qui me pose problème, c'est que quand vous allez, par exemple, au niveau de baie, pas loin de l'hôtel Spence, il y a un coin là-bas où on fait des actes hors nature. Et que parfois, on a l'impression que nos agents de sécurité qui font la patrouille connaissent l'endroit, savent ce qui se fait, mais selon ce qu'on m'a rapporté, sauf que je n'ai pas encore de preuves là-dessus, que les tenanciers de l'endroit leur paient des rétributions, que ce soit en nature ou en espèces, et ils s'en vont. Mais ça voudrait dire qu'on est en train de tolérer une maison close. Et ça, par contre, ce n'est pas normal. Mais on ne peut pas interdire à une femme de racoler. Parce qu'elle vous dira non, je suis venu là parce que je veux me trouver un mari. Et dans ce cas, comment vous allez prouver l'inverse? On revient encore sur la torture, si vous permettez. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a pu pousser les autorités togolaises à faire un rétropédalage et à rendre la torture imprescriptible? La première chose qui me saute à l'idée, c'est que c'est probablement pour faire l'une des recommandations de l'examen périodique universel de 2011. C'est la première chose. Mais je ne voudrais pas être mauvaise langue. Il se pourrait tout simplement que le gouvernement ait trouvé normal de ranger notre code pénal sur les conventions internationales. Parce que nous allons encore à l'EPU cette année, donc au 31 octobre. Il serait vraiment dommage qu'on puisse encore reprocher au Togo de ne pas aligner nos tests sur les conventions internationales. Ça peut être ça la motivation. Bon, maintenant, d'un autre côté, dans tous les cas, je pense que même Madame l'honorable Abegavi, au niveau de l'ANC, l'avait déjà dénoncé et avait écrit des courriers. C'est peut-être une réponse. Justement, on nous dit que c'est l'impression conjuguée des ONG aussi, des partis comme l'ANC, qui ont fait bouger les lignes. Je ne sais pas si vous voyez les choses sous le même angle. On peut l'appeler pression, on peut l'appeler appel à la raison, interpellation, on peut l'appeler comme on veut, mais le résultat est là. C'est que le gouvernement a accepté de faire. Parce qu'au niveau de l'Assemblée, c'est le gouvernement qui a la majorité.
Donc, si on ne voulait pas de ce test, ils auraient pu encore faire autre chose. Mais moi, je pense que c'est le PU qui a fait plus pression. Mais dans tous les cas, quel que soit celui qui a fait la pression, nous sommes heureux d'avoir ce test-là. Il y a encore des choses à faire. Et à la loi sur la CNDH qu'il faut encore revoir. Oui, il y a plein de tests justement, vous en parlez. Le CACI demande qu'on revoie les conditions de nomination des membres au niveau de la CNDH. Et vous insistez dessus. Pourquoi vous insistez dessus? Tel que le test se présente aujourd'hui, c'est contraire aux conventions de Paris. Parce que quand le chef de l'État doit désigner 4 personnes et que l'Assemblée, qui est majoritairement du côté du chef de l'État, va désigner 9, ça voudrait dire que c'est des personnes qui ont une origine politique. Or, la CNDH doit être un instrument entièrement apolitique, mais surtout entièrement indépendant. Et donc, il ne s'agit pas de vouloir que, par exemple, ce soit le chef de l'État ou les parlementaires qui les désignent. Il faudrait alors que ce soit les ordres, les corporations qui choisissent ces personnes-là, pour que ces personnes ne soient pas redevables au Parlement, ne soient pas redevables à l'Assemblée, mais que ce soit des personnes qui travaillent comme des experts indépendants. Voilà, je voudrais quand même poser une question d'actualité au président Spero. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'habitat et le gouvernement, par l'entremise du ministre de l'Habitat, Maître Fiatou, a donné un discours hier sur la télévision nationale où il disait qu'aujourd'hui, 700 000 habitants de Lomé sont protégés d'inondations et que l'État a acquis des terrains pour construire des logements sociaux ici à Lomé. On sait qu'il y a le droit au logement. Mais il y a, je crois, depuis 2005 que le gouvernement togolais pense construire des logements sociaux au Togolais. Quand vous circulez un peu dans les périphéries de Lomé, vous allez dans les quartiers Katanga, vous voyez les conditions dans lesquelles les gens vivent, et c'est vraiment déplorable. Et jusque-là, on a l'impression que le Togolais n'a toujours pas le droit au logement. Que ce soit le droit au logement, que ce soit le droit à la santé, que ce soit le droit à l'alimentation, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-bas. L'État ne garantit pas ces nouveaux droits de l'homme que nous rangeons de façon catégorielle dans les droits socio-économiques et culturels. Je pense qu'il y a un problème fondamental là-bas. Si le gouvernement dit que désormais des gens sont à l'abri de l'inondation, c'est parce que avec le projet Puri, je crois, on a construit des points de rétention d'eau. Mais je suis désolé de dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'abri de l'inondation. Donc le problème n'est pas encore réglé. Il faut penser à une solution d'ordre global. Malheureusement, on nous a dit à un moment donné que c'est parce que les égouts n'existent pas. On a fait les égouts, mais les égouts sont remplis de sable. Et quand vous prenez un peu derrière Bossimé, ça fait au moins 3 semaines qu'on a pris soin d'enlever du sable des égouts, mais ces sables sont rangés à côté des égouts, on ne les a pas enlevés, et du coup ça retourne donc ça veut dire que probablement on a dû financer pour qu'on enlève les sables, on va encore financer pour enlever les sables, alors que ça aurait été plus sage de c'est un travail décisif alors. Voilà, malheureusement. Et donc c'est vrai que ça fait longtemps que nous demandons d'autres associations de la société civile demandent à ce que le droit au logement convenable et sain soit respecté, mais malheureusement on n'est pas encore à ce stade-là. On nous a parlé de la modernisation de la justice et nous avons vu qu'avec l'adoption du nouveau code pénal, et c'est aussi dans cet élan de moderniser l'appareil judiciaire que les autorités togolaises ont en tout cas entrepris de mettre à jour notre code pénal dans lequel, par le passé, nous savons qu'il y avait des textes qui étaient obsolètes, qui ne répondaient même pas aux nouveaux crimes dont je parlais. Mais est-ce que vous avez confiance en notre justice togolaise pour pouvoir appliquer convenablement et de manière beaucoup plus efficiente le nouveau code qu'on vient d'adopter? À l'étape actuelle, je pense que le code pénal, même tel qu'il est adopté, va avoir du mal à être appliqué dans la mesure où il n'y a pas encore le code de procédure pénale. Parce que le code de procédure pénale permet de pouvoir régler les questions, les infractions qui sont prévues dans le code pénal. Donc il faut impérativement que l'Assemblée, à très court terme, vote ce code de procédure pénale. Le reste, quand je prends le sens profond de la question, c'est laisser surtout le soin de dire qu'au-delà du système de modernisation, il y a l'appel individuel qui est lancé à chaque juge
de pouvoir faire preuve de probité morale, de courage en réalité pour prendre les décisions. Mais si on arrive à leur garantir leur indépendance, leur sécurité, je pense qu'ils feront mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Parce que dans tout ce lot de juges, c'est vrai qu'on leur dit, on dit souvent ils ne font pas, mais il y en a qui sont assez courageux et qui parfois sont malheureusement sanctionnés à cause de leur honnêteté. Ils ne sont pas à l'abri d'une affectation très loin dans le pays, même malgré tout ça là, il y en a qui tiennent et on salue la présence de ces gens-là. Alors, avant que nous rentrions en studio, on débattait entre nous d'un sujet de société, c'est le harcèlement des jeunes filles et des femmes qui vont chercher de l'emploi par ceux qui donnent de l'emploi. On l'appelle le droit de cuissage. Et le phénomène prend de l'ampleur et devient inquiétant. Vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, quel est votre regard dessus? Je me rappelle qu'au niveau du CACIT, avec l'appui financier de l'OIF, on avait à l'époque fait une enquête sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et les difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés, c'est que les femmes n'aiment pas en parler. Parce qu'il y a un problème social qui est derrière. Quand vous dites que vous avez fait ça, vous avez une reprobation par rapport aux autres. Même si vous avez dit non, comme personne n'est sûr, on pense que vous avez dit oui. Et donc les femmes ne veulent pas dire ça pour que leur foyer ne pose pas de problème. Donc c'est un phénomène qui est déjà pris en compte par le Code du travail lui-même. Il y a le Code du travail qui protège déjà les gens contre le harcèlement sexuel. Malheureusement, ça c'est un problème fondamental. Le Togolais ne connaît pas ses droits. Le Togolais ne lit pas ses droits. Parce qu'il suffit d'arriver à faire la preuve qu'il y a eu un harcèlement sexuel pour que le patron soit sanctionné. Bon, maintenant, quand le patron est sanctionné, il est évident que vous-même vous perdez votre travail. Et malheureusement, un dernier facteur, je dis que le harcèlement sexuel peut être contourné lorsque les femmes elles-mêmes vont se rendre compte qu'elles ont des droits et qu'elles ont une façon d'être, une certaine tenue et retenue qui fera que, par exemple, le harcèlement sexuel va diminuer. Ce n'est pas à toutes les femmes que tous les hommes peuvent oser faire des avances. Surtout que le harcèlement sexuel, c'est une avance un peu particulière, déplaisante. J'imagine que quand la femme, elle sait se tenir, elle sait s'habiller, elle sait parler, elle sait se comporter, ça va être difficile. Mais ici, dans le cas dont on vient de parler ici, c'est le fait que quand la jeune femme va faire une demande de stage, une demande d'emploi, on leur dit écoutez, bon, vous cédez et après vous avez le stage, ou bien vous jouez avec moi et après vous avez le boulot. Et du coup, quand elle refuse, dans le soir à la maison, elle n'a pas de stage, elle n'a pas de boulot. Et c'est ça qui inquiète en fait. Oui, le problème c'est que si une seule femme arrive à avoir un enregistrement de ce phénomène-là et que le responsable est sanctionné, les gens sauront que maintenant c'est sanctionné. Mais le drame, c'est que parfois, même dans la fonction publique, où les gens sont déjà recrutés, le patron hiérarchique le fait, mais il sait qu'il est à l'abri de toute poursuite parce que étant un grand de ce pays, entre guillemets. Et donc on se complaît à faire du n'importe quoi en sachant qu'il y a une certaine impunité. Donc nous revenons à notre thématique principale, c'est que c'est à cause de l'impunité que ces phénomènes-là perdurent. Mais dans tous les cas, et je suis d'accord avec Madame Quenom, qui dit toujours qu'il faut faire l'éducation de la jeune fille de façon à ce qu'elle sache que même en disant non, si elle a un bon dossier, le dossier peut passer ailleurs. Alors, ça nous ramène aussi à la question des femmes ambitieuses, parce qu'on le dit toujours, que c'est des femmes qui sont prêtes à tout. Et quel est le message que vous pouvez lancer en tant que défenseur des droits de l'homme pour ces femmes qui veulent toujours avoir la progression par le canapé? Le problème, c'est que malheureusement, ça c'est de la volonté de la personne. Et donc ça sort du domaine du droit de l'homme. Et mon conseil serait alors un conseil social. Et je me dis quand même que lorsque vous avez une promotion par le canapé, il y a probablement une autre qui passera par le canapé, qui sera plus fraîche, qui sera plus jolie que vous. Et donc vous risquez de perdre. Donc vous n'avez pas été recruté sur la base de votre compétence, vous perdez très facilement l'emploi. Je dis même souvent à mes étudiants que si vous êtes très performante sur le plan de travail, l'employeur à qui vous avez refusé des avances aura crainte de vous renvoyer parce qu'il sait que peut-être celle qui va venir n'aura pas les mêmes compétences que vous. Mais si vous n'avez pas de bonnes compétences, il se dit qu'il vous essaie. Si ça marche, vous partez. Et parfois même les filles, sachant qu'elles n'ont pas cette compétence, se livrent à ça pour garder les postes. Je pense que c'est une erreur de leur part. C'est montrer qu'elles n'ont pas de dignité, qu'elles n'ont pas d'honneur. Et je crois que ce qui serait bien, c'est que chacun
donne une éducation à ces femmes. Mais de façon générale, comme nous sommes sur une antenne, c'est de dire au patron aussi qu'on peut oublier son titre et faire la cour à une femme comme tout le monde. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, respecter les normes. Forcément. Il ne faut pas se créer des écarts. Alors, l'émission tend vers la fin, M. Espero Maoulé. Je rappelle à ce que nous recevons ce matin le président du conseil d'administration du CACIT. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est surtout à l'endroit de l'État togolais, c'est d'exhorter le gouvernement à prendre toutes les autres recommandations de l'EPU de 2011 qui restent, mais surtout à faire une avancée. Il y a le droit des travailleurs de Pémé, de Tabligbo, donc de tous les secteurs miniers qui ne sont pas respectés. Il y a de l'argent que nous pouvons récupérer sur des sociétés qui ne paient pas convenablement leurs impôts. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. En réalité, tout ce que je peux demander à l'État du Togolais, c'est de nous aider à faire la primauté du droit dans le pays. Au-delà de l'État de droit, on doit arriver à la primauté et cela passe par la démocratie, la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, Talk de ce lundi 3 octobre 2016, s'achève ainsi. Merci d'avoir suivi. Merci à nos amis de City FM 89.9 MHz. Merci à ceux qui nous ont suivis partout dans le monde entier grâce au www.lcftogo.com. Merci à notre ami Daga Kodio Marcel, dit Tony Marcel de la radio Data Santé d'Anéro. Il est arrivé depuis Anéro nous accompagner. Ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un de l'intérieur du pays. On espère recevoir d'autres confrères aussi de l'intérieur du pays dans les jours à venir. Merci à Ibrahim Atia, l'ami de tous les jours. Il est du journal Les Temps Nouveaux, c'est le patron des Temps Nouveaux. Mesdames, Messieurs, on se retrouve mercredi pour un nouveau numéro. Que Dieu vous garde en bonne santé. Bon début de semaine à vous tous.